Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. L'actualité, c'est parti pour Sungalo Solidarité édition 2025. Elle vient d'être lancée par le Premier ministre, chef de gouvernement. 61 sites seront aménagés à travers le pays pour la distribution de 300 kits alimentaires par jour pendant tout le mois de Ramadan et sur tous les sites. Des journées de renforcement de compétences sur la communication gouvernementale ouvrent ses portes demain. C'est pour améliorer la gestion de la communication de crise, renforcer la relation entre les médias et l'opinion publique. Inauguration d'une cantine scolaire à l'école fondamentale de l'Hippodrome Extension. Doter chaque école d'une cantine scolaire est l'objectif visé par le gouvernement de la transition. C'est dans le cadre de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Et le Tindéber, nous allons le découvrir dans cette édition. C'est un événement culturel de Tombouctou qui regroupe les femmes autour d'un mortier pour piler le mil et en faire de la crème pour les populations. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. La communication gouvernementale en marche. À cet effet, des journées de renforcement de compétences sur la communication gouvernementale ouvrent ses portes demain lundi. Elles se tiendront en 2 phases. Il s'agira donc d'améliorer la gestion de la communication de crise, renforcer la relation avec les médias et l'opinion publique, entre autres. Les attentes du gouvernement et l'importance de la tenue de ces journées. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration se prononce là-dessus. Alhamdou Aguilien est au micro de Thiamawa Sagara et Sidiki Balo. Aujourd'hui, vous savez que la communication est essentielle, voire cruciale, dans le cadre de la refondation. Et on ne peut pas refonder un pays, on ne peut pas faire de grosses réformes ou réussir quoi que ce soit sans informer le peuple sur la base de la redevabilité. Donc, le président de la transition a demandé à ce que le gouvernement organise ces rencontres-là, afin d'abord de renforcer les capacités des membres du gouvernement, afin aussi de mettre le maximum d'outils et de stratégies ensemble pour pouvoir informer, sensibiliser et même interchanger avec les populations, les médias et les autres acteurs du domaine. Et vous savez tout de même qu'aujourd'hui, le milieu de la communication est devenu un milieu très très grand, dans lequel il y a du tout. Il y a beaucoup d'artifices qui cachent la vérité. Il va falloir aussi que le gouvernement crée beaucoup plus d'homogénéité et de cohésion et même d'harmonie dans sa communication. Aujourd'hui, le Mali est en guerre contre des groupes armés, contre des terroristes, contre l'économie criminelle, et il y a aussi une campagne d'intoxication très hostile. Depuis que nous avons pris la décision d'aller vers notre souveraineté et de créer l'AES avec nos frères du Niger et du Burkina. Donc tout cela mis ensemble doit vraiment être défendu et mis en œuvre à travers une communication. La communication, c'est l'essentiel. C'est par elle que viennent les messages qui permettent d'aller à l'action. Ma première attente, c'est que cela aboutisse, n'est-ce pas, à une satisfaction des populations en termes de communication. J'espère que le gouvernement va être encore plus proactif
n'est-ce pas, nous allons plus être dans l'attente ou subir l'information des autres. Nous allons prendre des initiatives, nos responsabilités. C'est en tout cas le but que le président nous a signé pour que, en fait, le peuple malien soit informé à l'avance. Et nos cibles principales, c'est le peuple malien ici à l'intérieur et notre diaspora, n'est-ce pas, qui fait partie du peuple malien, et aussi les populations de l'AES. Permettre aussi, n'est-ce pas, l'interaction. Il n'y a pas que le gouvernement qui informe le peuple, il faut que le gouvernement aussi se donne les moyens de pouvoir écouter le peuple et de savoir qu'est-ce que le peuple pense de son action et de pouvoir agir et de l'adapter aux intérêts du peuple. Donc je m'attends vraiment à un renforcement de nos capacités, à plus d'harmonie dans la communication gouvernementale et à plus de proactivité. Voilà, les journées de renforcement de compétences sur la communication gouvernementale, c'est demain, lundi. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, vient de donner ce dimanche après-midi le coup d'envoi de l'opération Sungalo Solidarité en commune 6 du district de Bamako. Le Premier ministre a exprimé la volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à accompagner au mieux les populations à bien passer le mois de Ramadan et le mois de Carême chrétien. Au total, 61 sites sont aménagés à Bamako, Kati, à l'intérieur du pays, et 300 kits alimentaires seront distribués par jour et par site pendant tout le mois de Ramadan. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre lors de la cérémonie de lancement, des propos recueillis par Mamari Koné et Alou Touré. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité. Il est important de rappeler que cette opération a été initiée l'année dernière à l'occasion du Ramadan 2024 qui a coïncidé avec le carême chrétien. Opération initiée par le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour soutenir les populations et magnifier la solidarité en faveur des couches vulnérables. C'est le lieu pour moi de le remercier et de lui exprimer au nom de toutes et de tous notre profonde gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales de communion, de solidarité et de partage. Mesdames et messieurs, l'édition de cette année se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment les inondations pendant la saison des pluies écoulées qui ont durement affecté les populations, la crise énergétique et les difficultés économiques que vivent nos populations. L'opération Sungalo Solidarité de cette année coïncide une fois encore avec le mois de Carême qui va débuter le mercredi. La communauté chrétienne, ce qui témoigne d'un signal divin devant nous amener à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Pour soulager les populations en général et les plus démunis en particulier, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a organisé cette opération qui sera étendue cette année à l'ensemble du territoire. Et c'est le gouverneur de la région de Caille qui a procédé au lancement de l'opération Sungalo Solidarité. C'était à la grande mosquée de Caille. Il s'agit d'une distribution de kits de rupture de jeûne aux fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan. Le reportage de Brahima Dao. Le mois de Ramadan se caractérise par des actes de solidarité et de générosité. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités de notre pays ont initié cette opération Sungalo Solidarité. Il s'agit de distribuer gratuitement des kits de rupture du jeûne aux fidèles musulmans dans les mosquées durant tous les mois de carême. L'initiative a été saluée par l'ensemble des fidèles musulmans ainsi que les responsables religieux. Sungaro dungo dung misiri dola mogo keme ani mogo bi duru. Cette initiative de nos autorités est une première. Tous les fidèles musulmans sont contents et les remercient. Nous prions nuit et jour pour que la paix revienne dans notre pays. Cela a pour objectif non seulement de cultiver davantage l'esprit de solidarité et de partage qui sont des valeurs fondamentales de notre société et de toutes les religions d'ailleurs, mais aussi de permettre à tout le monde d'avoir quelque chose pour rompre le jeûne. Donc même les plus démunis peuvent avoir cette occasion de rompre le jeûne au même moment et avec les mêmes moyens que les autres. Nous tenons à remercier les plus hautes autorités pour avoir pris cette initiative. Cette solidarité en ces mois bénis de Ramadan a déjà commencé par la distribution des vivres. Depuis le jeudi passé, ici à Caille, certains fidèles ont bénéficié de vivres d'une donation du gouvernement.
Donc aujourd'hui, nous avons lancé cette distribution de kits de rupture de jeûne. C'est toujours dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité. Débutée l'année dernière à Bamako, l'opération Sungalo Solidarité a été élargie à l'ensemble des régions du pays. Et le reportage sur le lancement de Sungalo Solidarité cet après-midi par le Premier ministre dans nos éditions futures. Œuvre sociale de président de la transition en faveur des plus démunis, des kits alimentaires viennent d'être remis à certaines couches vulnérables de Sibi et Kangaba. Les bénéficiaires ont hautement salué le geste du président de la transition, surtout en ce mois de Ramadan. Reportage à Youssouf Diakité et Gaussou Touré. Le mois du Ramadan est une période de forte consommation et le président de la transition y a pensé à travers ses œuvres sociales en remettant ici 150 kits alimentaires pour alléger la souffrance économique de ces populations en besoin. Sibi a été la première étape, un geste hautement solidaire apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Depuis quelques années, le secteur de Sibi ne cesse de bénéficier des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État. À cet égard, au nom de l'ensemble des 54 villages du secteur de Sibi, au nom de tous les chefs de village du secteur, au nom des élus du secteur, au nom de l'ensemble de la communauté, nous remercions infiniment le président de la transition, ses compagnons et tous ceux qui œuvrent pour vraiment le bien-être de ce Maliba. Le kit est composé de lait, de sucre, de dattes, de Lipton, de riz, 150 kits. Pour l'ensemble des trucs. Donc chaque famille aura besoin de ces 6 éléments, composés de ces 6 éléments-là pour vraiment la rupture du jeûne. On ne peut que se féliciter et remercier le bon Dieu et notamment le chef de la transition. Après Sibi, la délégation du programme des œuvres sociales du président de la transition a mis le cap sur Kangaba, le même geste. À ce début du mois de Ramadan, nous sommes dans une opération de distribution de kits alimentaires sur toute l'étendue du territoire. On a fait beaucoup de localités à travers les œuvres sociales du président de la transition pour transmettre sa solidarité et son patriotisme envers les Maliens en général et les plus démunis. Parce que nous savons qu'à l'approche du Ramadan, les charges sont énormes. Lui, il voudrait agir un peu sur ces charges-là, les atténuer un peu pour que le Ramadan puisse se passer dans de meilleures conditions pour tous les Maliens. Le président de la transition agit de son côté. Il faudrait aussi que d'autres Maliens aussi puissent aider d'autres Maliens aussi autre part pour donner des vivres afin que le mois de Ramadan puisse se passer dans de meilleures conditions et qu'il y ait beaucoup de bénédictions pour le pays. Nous avons fait Sibi et Kangaba. Dans toutes ces localités, il y a eu des distributions de 150 kits. Inch'Allah, l'opération va continuer sur toute l'étendue jusqu'à ce que les Maliens puissent être satisfaits. Les bénéficiaires ont tour à tour pris la parole pour dévoiler l'immensité du bienfait de cet appui présidentiel. Et oui, des actions humanitaires se multiplient en ce mois béni de Ramadan. À Ségou, la fondation Cheikh Mansour Haïdara distribuera 1000 kits alimentaires pour un montant de plus de 37 millions de francs CFA. Reportage Kandesila. Opération Ramadan. La fondation Cheikh Mansour Haïdara, en partenariat avec l'association humanitaire BIED, ne déroge pas à la règle à travers cette donation à l'occasion du mois de Ramadan, dont des 1000 kits composés de riz, d'huile, de farine et de pâtes alimentaires. Ce sont 1000 familles qui sont les bénéficiaires de ces dons. Parmi ces familles, il y a 400 veuves et 100 familles déplacées. Ces 100 familles reçoivent en plus des kits une somme de 50 000 francs CFA pour chaque famille. Le montant total des dons s'élève à plus de 37 millions de francs CFA. L'acquisition de ces kits va sans nul doute contribuer à soulager les bénéficiaires. Une telle dynamique constitue pour l'ensemble du corps social un gage de stabilité et de prospérité dans la cohésion et l'équité. Plusieurs autres intervenants ont salué ces aides de la fondation Cheikh Mansour Haïdara qui, depuis des années, manifeste sa solidarité à l'adresse des couches vulnérables à l'occasion de chaque grand rendez-vous musulman. L'école fondamentale de l'Hippodrome Extension est dotée d'une cantine scolaire, je le disais dans les titres. Elle est inaugurée à l'occasion de la célébration de la 10e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée le 1er mars de chaque année. Compte rendu, Fadema Keita. La coupure symbolique du ruban, suivie immédiatement de dégustation des plats succulents, marque l'ouverture officielle de la cantine scolaire de l'école fondamentale de l'Hippodrome Extension.
Construite grâce à l'appui de l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, cette cantine, tout comme les 2661 autres, implantées un peu partout au Mali, fonctionne pour que la faim ne soit plus un obstacle à l'accès, au maintien, à l'école et au développement de l'enfant. Le sketch présenté par les bénéficiaires de cette œuvre utile montre la place qu'occupent ces cantines dans les structures éducatives. La journée africaine dédiée à l'alimentation scolaire doit être donc magnifiée. Une cantine de plus, quoi de meilleur? Les cantines représentent un levier tangible de développement du système éducatif. Le centre d'animation pédagogique qui abrite la cérémonie d'aujourd'hui enregistre 6 cantines, 6 écoles à cantine avec 4264 bénéficiaires, dont 2149 garçons et 2115 filles. Le thème national « Ensemble soutenons les cantines scolaires endogènes pour un repas nutritif à l'école » est un appel à la mobilisation afin d'éradiquer la faim dans les écoles. Certes, on est à un taux de 19,47%, cependant, des progrès sont déployés et d'autres stratégies en perspective par l'État et ses partenaires. En tant que partenaire, ce thème s'inscrit parfaitement dans nos actions visant à autonomiser les cantines scolaires en plaçant les communautés au cœur du dispositif. Selon les conclusions de l'évaluation SABER, la participation communautaire en faveur des cantines demeure encore émergente et nécessite un renforcement. Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires ont mis à la disposition des collectivités territoriales des infrastructures modernes de cantines scolaires afin d'améliorer les conditions de stockage des vivres et de restauration des enfants. 1855 cantines scolaires sont appuyées par l'État. 1855. 267 cantines scolaires sont appuyées par le PAM, le Programme alimentaire mondial. 267 cantines scolaires sont financées par Catholic Relief Service, sous l'acronyme de CRS. 220 écoles sont appuyées par le projet pour l'alimentation de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, MICRA. Cette année, l'État promet investir près de 6 milliards de francs CFA dans l'alimentation scolaire. Nous restons dans le registre de l'éducation au lancement de la 3e phase de projet Éducation pour tous. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, en particulier les enfants en situation de handicap. Cette 3e phase cible une dizaine d'écoles de la région de Dioïla pour une durée de 3 ans. Compte rendu, Mao Aïdara et Yacouba Koni. L'école pour tous sans exception, c'est le défi que l'organisation britannique Save Saver et le ministère de l'Éducation nationale s'engagent à relever à travers la 3e phase du projet Éducation pour tous. L'objectif est de donner plus de chances aux enfants d'aller à l'école, particulièrement ceux en situation de handicap. Les résultats significatifs obtenus au cours de la phase 2, notamment le soutien direct à 30 écoles bénéficiant à plus de 14 000 enfants. Et à l'instar des phases précédentes, cette nouvelle phase vise à assurer une meilleure prise en compte de l'inclusion du genre et du handicap par le système éducatif malien et à garantir que les filles et les garçons maliens handicapés ont accès à une éducation inclusive de qualité et y participent. Save Savers, dans le cadre du présent projet, contribuera à hauteur de 40 millions de francs CFA pour soutenir ce processus. Le gouvernement salue la 3e phase du projet Éducation pour tous, une initiative qui, selon le responsable du ministère de l'Éducation nationale, contribue à la refondation du système éducatif malien. Pour une durée de 3 ans sur fonds propres. Ce nouveau projet vise à soutenir, entre autres, le développement de la politique nationale d'éducation inclusive, PNEI, tout en soutenant une dizaine d'écoles dans la région de Dioïla. Les responsables du département en charge de l'éducation se réjouissent du soutien de Save Saver au ministère de l'Éducation nationale à mieux prendre en compte l'éducation des enfants handicapés
dans sa politique et stratégie éducative. Ces projets succèdent à beaucoup d'autres qui ont contribué à l'accès des enfants handicapés à l'école dans les meilleures conditions. Toutes choses qui favorisent, à n'en point douter, la construction d'une société inclusive. Et le secrétaire général de conclure en rappelant que ce projet repose sur une synergie d'action. C'est là afin d'offrir à tous les élèves, y compris ceux vivant avec un handicap, une éducation de qualité. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle vient de boucler une série d'activités à Gao. Elle a inauguré l'espace d'orientation jeunesse de Gao avant de procéder à la remise de plusieurs kits de chèques et d'attestations aux jeunes entrepreneurs pour bien mener des activités génératrices de revenus. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. Le département en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est déterminé à combattre l'insécurité et le chômage dans notre pays à travers la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. D'où la création de cet espace d'orientation jeunesse que le ministre vient d'inaugurer à Gao. Un dispositif mis en place par l'APEJ avec l'appui du DDRG Proman. Mise en place en janvier 2024, les 3 espaces d'orientation jeunes de la région de Gao ont été financés à hauteur de 72 232 000 francs CFA pour une durée de 16 mois. L'accès à l'emploi induit donc plusieurs déterminants, dont la bonne information des demandeurs, d'où le rôle prépondérant de ces espaces, qui vise à offrir un service spécialisé d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes. Au niveau de l'APEJ Gao, Oumoussal-Sek a remis des kits, des attestations et des chèques à plusieurs jeunes pour les accompagner dans leurs activités. En vue de l'amélioration et de la production ainsi que de la productivité des entreprises à travers leur intégration dans les filières porteuses de leur chaîne de valeur, le PNUD, en collaboration avec mon département, a initié le programme Entrepreneuriat Jeune Mali. Il cadre parfaitement avec la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La présente cérémonie de remise d'équipements aux entrepreneurs lauréats de la région de Gao est une suite logique de celle organisée le 10 octobre 2024 qui a concerné 116 lauréats des régions du centre et du sud. Les appuis de l'État viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Le gouvernement du Mali, à travers Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, a voulu se rendre à Gao pour donner de l'espoir à la jeunesse à travers les activités génératrices de revenus destinées aux jeunes de la région de Gao. Cette initiative essentielle et de la plus haute importance vient donc répondre à une urgence. Le Conseil régional de Gao considère votre arrivée comme une chance, une aubaine, j'allais dire une bénédiction pour Gao. Notre région est confrontée à une forte demande en opportunités d'insertion professionnelle. De passage, la patronne du département en charge de l'entrepreneuriat a visité le centre Ad-Daoula qui s'occupe de la formation des jeunes filles en coupe et couture et en transformation agroalimentaire. La bonne nouvelle est que Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a promis de revenir à Gao dans les jours à venir pour lancer d'autres activités. Et dans un mois, tous les véhicules hors normes et hors gabarit seront retirés de la circulation afin de se conformer à la réglementation. C'est dans le cadre de la sensibilisation contre ces pratiques dangereuses qu'une délégation du département en charge des transports s'est rendue au poste de péage de Kati pour sensibiliser les conducteurs. Alousseni Touré.
Le poste de pesage et de péage de Kati est le point de confluence de tous les camions gros porteurs en provenance des différents corridors qui desservent Bamako. Ici, le trafic est particulièrement dense en fin de semaine. Le choix de ce point névralgique n'est donc pas un hasard. Le gouvernement du Mali a engagé les administrations compétentes à assurer la mise en œuvre des dispositions du code de la route, notamment l'article 32 du décret 2023 0509 PTRM du 12 septembre 2023. Alors, suite à ça, le 31 décembre 2024 déjà, les activités de sensibilisation ont commencé et certaines radios ont été mises à profit, notamment l'ORTM et certaines radios de proximité dans les régions aussi. Alors, le 8 janvier 2025, une grande concertation a réuni tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre l'affichage et les hors gabarit. L'une des grandes recommandations de cette concertation, c'était de procéder à une sensibilisation de 3 mois pour lutter contre ces véhicules qui dégradent perpétuellement la route. Les échanges ont permis de constater que les conducteurs et leurs patrons sont au courant de cette mesure applicable dès le 1er avril 2025. Ils savent également que le non-respect des normes en vigueur est source de dégradation du réseau routier. La première conséquence pour la surcharge pour les véhicules poids lourds, c'est que la surcharge provoque d'abord une instabilité même mécanique du véhicule qui fait que le véhicule peut se renverser à tout moment. La deuxième conséquence, ce que vous avez remarqué, c'est que ces véhicules en surcharge ont un problème pneumatique sévère. Parce que vous avez vu que tous les pneus qu'on a constatés ici sont des pneus en état de dégradation avancée du fait de la surcharge. Et lorsque la pneumatique est en usure prononcée, on a une distance de freinage qui s'augmente. Donc un défaut de freinage pour un poids lourd. Donc avec des risques d'accident que cela peut provoquer. La troisième conséquence, c'est la conséquence sur le conducteur lui-même. Un conducteur qui est habitué à conduire un véhicule à norme se retrouverait en difficulté de conduite lorsque le véhicule est en surcharge ou en longueur très élevée. La sensibilisation continue jusqu'au 1er avril prochain, date de rigueur pour le début d'application de cette mesure. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a animé à l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ISPRIC un masterclass à l'intention des étudiants de l'Institut. La rencontre a porté sur le thème leadership et citoyenneté au service de la communauté. Aliou Abdoulaye Touri. Masterclass en citoyenneté et leadership est un programme initié par le département en charge de la construction civique. Il consiste à éveiller la conscience citoyenne, patriotique et cultiver l'esprit entrepreneurial de la jeunesse malienne. Il s'agit concrètement de contribuer pleinement à leur construction personnelle et professionnelle. Je me suis entretenu avec les jeunes sur ces deux thématiques pour parler un peu de citoyenneté, parler un peu de leadership. Vous savez, au niveau de mon département, l'instruction civique et la construction citoyenne sont un des volets très importants aujourd'hui et un des volets aujourd'hui dans le cadre de la refondation de l'État. Nous avons besoin d'acteurs citoyens, d'acteurs jeunes qui peuvent s'investir, d'acteurs jeunes qui peuvent aider le pays aujourd'hui à se mettre en place et à avancer. Et je pense que ces cadres-là sont des cadres qui nous permettent vraiment d'échanger avec les jeunes sur ces sujets. Ce programme Masterclass en citoyenneté et leadership, présenté sous forme de cours magistral d'1h30 minutes avec les étudiants de l'ESPIC, a été à la fois interactif et participatif. Je pense que l'approche utilisée a été avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, nous l'avons partagé ensemble et ça a permis peut-être une meilleure compréhension de ce sujet et des thématiques abordées. De créer une responsabilité chez le jeune, de permettre aux jeunes de comprendre qu'aujourd'hui, son rôle dans la société est un rôle qui est extrêmement attendu et extrêmement important. Et le fait de mettre des cadres en place comme ça, pour nous permettre, nous, d'échanger avec les étudiants, les jeunes étudiants, je pense que c'est déjà un gros effort.
Mais au-delà de cela, je suis certain qu'au niveau de l'ISPLIC, il y a des initiatives citoyennes qui sont menées. Nous, dans le département, nous sommes très intéressés à accompagner également cela, déjà par notre présence, mais également pour appuyer. Le directeur général de l'ISPLIC, grand partisan du leadership jeune, se réjouit de l'interaction que la présence du ministre a occasionnée. C'est une première et cela nous rassure beaucoup. Donc, et ça nous demande également, cela nous commande également de nous engager encore plus à former des citoyens et des citoyens utiles à eux-mêmes, des citoyens utiles à leur pays. Ce programme masterclass en citoyenneté et leadership, au-delà de participer au dynamisme du département, contribue à accompagner l'insertion citoyenne et professionnelle des jeunes scolarisés du Mali. Parlons également de ce point de presse de la Fédération nationale des centres de gestion agréés et des commerçants détaillants du Mali. La disponibilité des produits de consommation de première nécessité, le lancement des adhérents par le réseau Nyesikiso et l'adhésion des commerçants détaillants à l'application des taxes en lien avec la contribution spéciale de solidarité étaient à l'ordre du jour. Le point avec Abdelkarim Kaba. La présente rencontre est une contribution des commerçants détaillants pour le mois de Ramadan. C'est pourquoi les responsables de la dite fédération de rassurer quant à la disponibilité de stocks de denrées de première nécessité. Nous pouvons affirmer avec certitude que le marché est suffisamment achalandé, avec une tendance baissière, notamment pour le sucre importé qui se vend à 600 francs, voire 575 francs le kilo par endroit, largement en dessous du prix officiel de l'année dernière qui est de 650 francs le kilogramme. C'est le lieu donc de remercier les plus hautes autorités, au premier rang desquelles le président de la transition qui a réquisitionné 25 000 tonnes de sucre local en 2024 pour sortir définitivement des cycles de rupture. S'agissant du deuxième point, le président Harbert Maïga annonce la bonne nouvelle aux adhérents. En effet, depuis sa mise en œuvre en 2005, c'est pour la première fois qu'un véritable mécanisme de financement a été conçu grâce à la mise en place d'une ligne de crédit de 1 milliard sur 5 ans, suite à des négociations du PROFAC avec le Fonds de solidarité africain basé à Niamey à travers un accord cadre et mis en œuvre par le réseau Nyesikiso sur la base d'un manuel de procédure qui précise les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes. PROFAC, Fédération, Nyesikiso et autres. Pour le prélèvement des taxes pour le fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, les commerçants détaillants affirment leur entière adhésion. En retour, nous, centres de gestion agréés, consentons de contribuer pour le compte de la contribution spéciale de solidarité le montant de 500 francs sur la cotisation de chaque nouvel adhérent, qui s'applique d'ores et déjà sur les 500 adhérents. Tout en appelant les membres de la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants détaillants du Mali à maintenir le cap, Harbert Maïga a souhaité bon Ramadan à tous. Inaugurée il y a quelques mois par le chef de l'État, l'usine SDA complexe agro-industriel de l'ancien footballeur Seydou Keita a enfin démarré ses activités de production à Sanankourouba. L'infrastructure industrielle est composée de 6 unités intégrées, entre autres une usine de beurre de karité, de raffinerie et une huilerie. Le complexe ambitionne de contribuer à la diversification de l'économie nationale. Envoyé spécial à Sanankourouba, Al-Jumatina et Toumani Diabaté. L'usine SDA, dont le promoteur est l'ancien footballeur Seydou Keita, s'est doublé, démarre sa phase de production qui était tant attendue. On a une équipe ici d'experts. J'ai vraiment investi dedans. Partout, toutes les unités, vous voyez des ingénieurs qui sont venus de l'étranger pour donner la meilleure qualité. En faisant ça, je savais ce que je faisais. Je voulais contribuer au développement de mon pays. Donc, difficulté c'est qu'à sera qu'on a là. Mais dessus, jamais. Parce que ce qu'on fait pour son pays, parce que je vous dis, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, je vous dis, c'est l'extérieur. Mais si on fait chez soi, c'est encore mieux.
c'est encore mieux. Pour être témoin oculaire du lancement des activités de production, les hommes des médias qui avaient à leur côté le promoteur ont eu droit à une visite guidée de l'imposant complexe agro-industriel, comprenant 6 unités intégrées, à savoir une usine de beurre de karité, une raffinerie, une huilerie, une unité de production d'aliments bétail, une unité d'emballage des bidons et une savonnerie. On a l'usine de karité qui fait 100 tonnes jour. On a l'aliment bétail qui fait 120 tonnes jour. Après, il y a presserie, tout ce que je viens de dire, arachide, soja et tout ça, c'est 300 tonnes jour. Et après, il y a une unité de bidons qui fait 4000 jours. Voilà, c'est de grandes capacités. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on va monter les capacités. L'ancien capitaine emblématique des Aigles du Mali, installé à Dubaï, malgré quelques difficultés rencontrées, dit être fier à travers cet investissement gigantesque en vue d'apporter sa pierre à l'édification nationale. Tout ce qui est en train d'être dit, je suis étonné. Parce que même moi, j'ai accepté. On a dit que je dois vendre le litre à 900 francs. Alors qu'il y a des huiles qui rentrent, qui sont à 1250. Mais moi, je sais pourquoi j'ai accepté. Quand on parle, il faut être positif. Parce que les petites difficultés arrivent de temps en temps, l'incompréhension. Mais quand on a la même vision, la même orientation, le même objectif, c'est-à-dire le Mali, il n'y aura pas de problème. Bon, ça va aller quoi. Moi, je suis sûr que tôt ou tard, les choses vont changer. Les gens vont commencer à comprendre. Et Inch'Allah, on va décoller, on va être fiers. En tout cas, moi, je suis fier d'être malien. Ce qui va être fait ici va impacter beaucoup de Maliens. Ici, mais surtout de l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, les difficultés, c'est momentané. Mais quelque chose qui doit être définitif, qui est pour tout le temps et toujours, il faut être positif. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le complexe agro-industriel SDA est un investissement colossal de plus de 13 milliards de francs CFA selon son promoteur. Son installation à Sanankoroba permettra de stimuler la production agricole dans la localité et valoriser les produits locaux. Aussi, l'usine contribuera à la diversification de l'économie et à impacter positivement les conditions de vie de bon nombre de gens du monde agricole en général. Inauguration également d'une usine de production de stylos par Diawara Concret Sarlu, des stylos entièrement dédiés à l'Alliance des États du Sahel, AES. Cet événement marque un tournant important pour le développement économique et industriel de l'espace AES en mettant l'accent sur l'autosuffisance de la promotion des produits Made in AES. Reportage Moussa Papaïdara. Désormais, des stylos pour écrire l'histoire de l'AES. Cela à travers des stylos estampillés AES qui ouvrent la voie à une production locale et moderne des produits de l'AES. Une initiative privée de Diawara Concrète dans le but de contribuer à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel. Cette unité de production des stylos ne se limite pas à la simple fabrication d'un simple instrument d'écriture. Elle incarne notre volonté de renforcer la coopération entre nos États, de favoriser l'intégration régionale et de soutenir les initiatives qui améliorent la vie de nos citoyens. Ainsi, nous posons les fondations d'une collaboration fructueuse où chaque État membre de l'AES contribue à un projet commun porteur d'espoir et de prospérité. Au-delà d'une usine de production de stylos, cette réalisation de l'entreprise Diawara Concrète se veut un symbole d'unité des pays de l'AES. En fournissant des stylos de qualité, conçus avec des matériaux durables, Diawara Concrète participe au renforcement de l'industrialisation et démontre qu'une entreprise malienne peut répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux. Nous disposons de 4 grosses machines ultra modernes. Et tenez-vous bien, avec une seule de ces machines, nous produisons 70 stylos par minute, 67 000 stylos en 16 heures, soit 168 000 stylos par semaine. Cette initiative, vraiment, c'est à saluer, puisque déjà, ça prouve qu'on fait un pas vers l'autonomisation, ce qui nous manquait depuis notre indépendance, et c'est vraiment salutaire. L'ouverture de cette usine de production des stylos de l'AES s'inscrit également dans une dynamique plus large de renforcement des industries nationales au sein de l'AES. Un engagement pris par les autorités pour assurer une souveraineté économique durable. Promouvoir le secteur de l'industrie
n'est pas une urgence seulement, mais surtout une exigence pour créer des emplois, contribuer à la distribution des revenus, diversifier la base de l'économie, accroître le produit intérieur brut et prendre en compte la dimension des micro- et méso-économies. Avec cette nouvelle unité de production, l'AES démontre une fois de plus son ambition de valoriser ses ressources et de favoriser l'essor des industries locales. Fin de formation à Mopti de 235 stagiaires qui ont reçu leur certificat interarmes au centre d'instruction de Soufroulaye. Cette formation va renforcer la capacité opérationnelle de la troupe sur le théâtre des opérations. Et à Gao, ils sont 224 stagiaires issus des différents corps d'armée à boucler leur formation sur l'engagement militaire, la cohésion sociale, la conformité et l'adaptabilité en tout temps et en toutes circonstances. Mopti, Oumar Maïga et Gao, Sambaré Aïdara. Premier du genre dans la région militaire numéro 6 à Mopti, ils sont au total 235 stagiaires dont 9 personnels féminins à décrocher le certificat interarmes au centre d'instruction de Soufroulaye. D'une durée de 3 mois, la formation a pour objectif de doter les récipiendaires d'aptitudes de sous-officiers adjoints de combat d'infanterie. Durant ces 3 mois, ces stagiaires ont suivi un programme de formation bien adapté à la situation sécuritaire que vit notre chère patrie. Vous avez en face de vous des sous-officiers adjoints de grande potentialité, pétris du sens de responsabilité. L'organisation du CIA s'inscrit dans la dynamique opérationnelle de la montée en puissance des FAMA. À cet effet, elle témoigne de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre outil de défense des ressources humaines de qualité et compétentes pour relever les défis sécuritaires actuels qui traversent notre pays. En vos qualités de futurs sous-officiers adjoints au sein d'une unité de combat, vous serez appelés désormais à servir avec plus de professionnalisme, d'abnégation, à accomplir avec succès les missions qui vous seront confiées. Cerise sur les gâteaux, le personnel féminin de l'armée de l'air, Mariam Bonkana, est sorti major de la promotion. Ces officiers adjoints de combat d'infanterie sont appelés à accomplir avec succès les missions opérationnelles et organiques en toutes circonstances et en tout lieu. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie de fin de formation au certificat interarmes dans la région militaire numéro 6 de Mopti. Cette cérémonie officielle de fin de 3 mois de formation mixte interarmes du centre d'instruction de Gao a commencé par la montée des couleurs nationales, suivie de la revue des troupes effectuée par la hiérarchie militaire. Suivant le délai fixé par l'état-major général des armées, 224 stagiaires sont désormais détenteurs du certificat interarmes. Ainsi, nous y sommes au terme de cette première édition de la formation du certificat interarmes organisée au centre d'instruction mixte de Gao, qui, faut-il le souligner, est réservé depuis 8 mois à la formation classique des militaires du théâtre Est de l'opération Maliko, eu égard aux contraintes opérationnelles des régions du Nord. À l'issue de 3 mois de formation, les résultats sont très satisfaisants. Vous avez su développer de nouvelles compétences utiles pour le reste de votre carrière. Vous avez appris à vivre en collectivité en créant des liens nouveaux et en développant vos cultures de l'engagement. Vous avez appris ensemble l'engagement militaire, la cohésion, la conformité, l'adaptabilité, en tout temps et en toutes circonstances. Avec une moyenne de 15,98, le maréchal des logis chef Naman Traoré de la brigade territoriale de Bourem est sorti major de la promotion. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire. Le Tindéber, sachez que c'est un événement culturel de Tombouctou. Il rassemble les femmes autour d'un mortier pour piler le mil et faire de la crème qui sera distribuée aux populations. La seconde étape de la célébration se fait autour d'une danse dénommée Belidje. On en sait davantage avec Saloum Konaté, Hassan Aïdara et Alou Koulibaly. Cérémonie culturelle sobre mais pleine de signification dans la culture tombouctienne. La célébration du Tindéber, commémorée depuis plus d'un centenaire dans le quartier Abaradjou. Le Tindéber commémore la libération des Bilal de l'insécurité des mécréants. La fête du Tindéber, c'est en fait un rappel. Un rappel d'abord parce que c'est la fête anniversaire de la libération
du fidèle compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à savoir Bilal. C'est un rappel aussi pour que toutes les communautés de Tombouctou se réunissent autour du Tindé. Le Tindé qui veut dire moitié. Et pour tous ceux qui connaissent les communautés africaines, connaissent l'importance du Tindé, l'importance du moitié. Donc c'est un élément essentiel dans l'ancrage socio-culturel africain. Facteur de cohésion et de vivre ensemble, cette édition de Tindeber a comme invité d'honneur la communauté Dogon vivant à Tombouctou. Un choix visant à renforcer davantage la cohabitation entre les communautés. C'est une innovation cette fois-ci qui est d'inviter les Dogons qui sont bien intégrés dans cette communauté de Tombouctou. Une communauté saine, une communauté pacifique qui nous a permis de découvrir un pan de la culture de Tombouctou. Cet événement culturel est célébré en deux temps. D'abord, il y a la distribution de la pâte de crème par les familles Berehou et chez Fatouma Tina. Avant, après avoir rincé le mortier, on se frottait le visage avec son eau. On fait de même avec l'eau du tam-tam. Certains même l'emportent avec eux pour l'appliquer sur le visage de leurs enfants. Ensuite suivra la jubilation autour du tam-tam Belledji. Nous exhortons les hautes autorités à soutenir cette activité qui doit être pérennisée. Pérennisée comment? Elle doit être transmise aux générations futures de notre histoire, pour un pan de notre histoire qui doit être revu en hausse. À l'issue du jeu de tam-tam, la foule accompagne la marraine à son domicile avec des youyou. Et oui, le Mali est un pays riche en culture. Culture toujours. La décision du président de la transition de faire de 2025 à l'année de la culture est fortement saluée par les populations de Koutiala. Les communautés de Koutiala étaient déjà dans une dynamique de consolidation des acquis artistiques et culturels à travers la fréquentation de l'espace Dongo Bakoro, un lieu rempli de monuments et de statuettes chargées d'histoire culturelle qui se trouve juste à la sortie de la ville. Allons donc à la découverte de cet endroit historique avec Brahima Kone et Amadou Dolo. Le président de la transition a décrété 2025 année de la culture. Cette décision a déjà eu un impact positif sur l'espace Dongo Bakoro de Koutiala, une attraction culturelle garnie de statuettes et de monuments d'une importance historique louable. L'espace est situé à la sortie de la ville au bord du goudron qui mène à San. Anga culture bébé kanaka tunu bamanankana anga sekondi donko bébé kanaka tunu bon ati dona bala tuguni bon dona taw konana an deun ani an modeun ana fu fa fu nan kluma samaw olutina fen famia culture la donc ne hakli jigabo la kan espace ni créer ka beke anga culture présent ka nyinanke sekondi donko doni sababu ye ka do bala kera ne fe nuso jabaye. Certaines personnes viennent sur ce site pour explorer le patrimoine, les us et coutumes de Koutiala et d'autres régions. L'espace est aussi utilisé comme un lieu de remémoration permettant de se ressourcer et de se divertir. Tout ce qu'on voit ici, durant mon enfance, je le voyais au quotidien dans le village et même en ville. Et du coup, j'ai fait ramener mes enfants pour que les enfants aussi puissent venir voir. Et c'est un lieu de distraction franchement qui plaît beaucoup. D'autant plus que le président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, a déclaré cette année comme l'année de la culture. Quelqu'un qui fait ce travail seul, avec l'aide des uns et des autres, franchement mérite d'être accompagné. Franchement, j'ai vu que vraiment c'est un Mali qui gagne. Puisque depuis 2023, je fréquente ce lieu. Franchement, en voyant toutes les ethnies, étrangers comme maliens, tout le monde se réjouit, tout le monde se récrée. Bon, franchement, il y a l'entente, la convivialité, voilà, donc qui est source aussi de paix. De 2009 à nos jours, ce site culturel s'érige en un lieu d'accueil des nouveaux mariés et de leurs accompagnateurs. C'est tout simplement un lieu qui contribue énormément à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel de la région de Koutiala. Et cet espace-là, nous avons pensé comment le mettre en valeur
et pour que les Maliens puissent connaître davantage cet espace qui est d'une importance capitale dans le cadre de la promotion et de la conservation du patrimoine culturel de la région de Koutiala. Aujourd'hui, l'affluence est particulièrement grande compte tenu du nombre des derniers mariages avant le mois de Ramadan et des travaux de rénovation du stade Sidiki Ouattara. Une œuvre présidentielle saluée par les jeunes couples. Folo photo kumeta teremba de la min kalama kadaga anga président buga terrain la nyanamaya buga gilaga ni choya wrela mini korole fanati kelenye ka courage do balontano fanana odela tremba tagal masiga kebi odela anye kana kirtirira do fanala abi andege do mo chama fanana yalla kelaw de borani espace ka publier jamaye chama mi teme sansra kana ubaye curiosité fait ubi jo ubi nyingali ke yalla jonde be ni bara ninke abikela kun jumena aminye folo kuye. Les dimanches et les jeudis sont des jours de mariage à Koutiala et naturellement jours de rendez-vous culturels à l'espace Donko Bakoro. Parlons à présent de la fin des festivités du Festival des musiques endogènes du Mandé. L'initiative de l'artiste international Salif Keita a promu un retour aux sources à travers animations folkloriques, conférences et concerts géants. Aminata Amadoula et Adama Dambélé. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Festival des musiques endogènes du Mandé. Le temps d'un week-end, l'arrondissement de Badougou-Djoliba a vibré au rythme des activités de cette rencontre culturelle. Entre prestations folkloriques, expositions, ventes et conférences débats, ce chef-lieu situé à 40 km de Bamako a bénéficié de l'impulsion de nombreux secteurs économiques. Sur le plan touristique, nos objets ont été exposés, y compris nos produits locaux en termes d'alimentation aussi ont été connus et vendus. Donc ça a permis de booster l'économie même de la localité en termes de transport, en termes de tourisme, vraiment et beaucoup de facteurs. Sur cette première édition, je suis vraiment satisfait parce que quand même j'ai été aidé par des amis, par des parents, par le Mandé entier et vraiment je suis très content. Des erreurs que la commission d'organisation à l'heure du bilan a notées dans l'optique d'apporter une nette amélioration lors des prochaines éditions. Pour les prochaines éditions, nous avons constaté dans les impressions de la masse que les Mandinkas tiennent beaucoup à l'authenticité, à l'allogénéité, voire à l'originalité culturelle. Donc nous, notre particularité, c'est d'ouvrir, c'est de jeter un regard sur le passé. Après un week-end de festivités, les Mandinkas espèrent voir ce festival devenir celui de la renaissance des musiques endogènes et autres traditions en voie de disparition. AIS Actualité, l'Alliance et la parenté à plaisanterie sont deux concepts de la Confédération des États du Sahel et une valeur de solidarité partagée entre le peuple des trois pays de l'AIS. La thématique était au cœur d'une conférence débat au Ouagadougou en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO. Les précisions avec nos envoyés spéciaux, Seydou Traoré, Abdoulaye Diarra et Mamadou Sidibé. Cinéma et promotion des valeurs traditionnelles dans les pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Le sujet était au cœur d'une conférence débat. Une conférence animée par des écrivains et chercheurs d'universités des trois pays. L'alliance entre les communautés, la parenté à plaisanterie ou encore le sinangouya sont des valeurs que les trois pays ont en partage. La question est comment faire en sorte de valoriser cette recherche culturelle. Ça induit une forme d'intégration déjà. Parce que ces groupes sociaux-là, ces groupes ethniques se trouvent de part et d'autre de ces trois pays de l'AIS, qui fait que leur ethnie alliée peut aussi se trouver dans l'un ou l'autre de ces pays-là. Si vous prenez par exemple le cas des Germains, les Germains ils sont alliés à plaisanterie
avec les Gouroussi, c'est-à-dire les Kassena. Ça a une histoire, ça remonte à une guerre. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'Alliance à plaisanterie a une origine. Et il y a des hypothèses. La première hypothèse de l'origine de l'Alliance, c'est le conflit. Il faut que, c'est suite à un conflit, que les deux ethnies ou les deux groupes vont avoir un phénomène de pacification pour finalement être des alliés à plaisanterie. L'alliance entre les communautés et la parenté à plaisanterie reste un contrat social, indique le conférencier. Un contrat qui a aussi des interdits. L'interdit de saigner, quand on est allié à plaisanterie, on ne doit pas verser le sang de son allié à plaisanterie. On ne doit pas insulter la maman de l'allié à plaisanterie. On ne doit pas désigner les défauts physiques de l'allié à plaisanterie et d'autres éléments. Donc, quand on trahit son allié à plaisanterie, ça crée le chaos, ça crée le désordre. Dans les exposés, il est surtout ressorti la prise en compte de la parenté à plaisanterie dans les œuvres cinématographiques. Les participants ont aussi noté que l'alliance renvoie à l'ethnie. Le village, la communauté et la parenté fait allusion au cousinage croisé. Et au Niger, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a effectué du 25 au 27 février 2025 une visite de travail en Éthiopie. Le résumé est de Abari Amiti. Cette visite du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, s'inscrit dans le cadre de la diversification du partenariat dans le domaine de la défense dans laquelle s'est engagé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis son avènement au pouvoir le 26 juillet 2023. Au cours de son séjour, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, s'est entretenu avec son homologue, Mme Aïcha Mohamed Moussa. Ils ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Et après cet entretien, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi a suivi une présentation sur le management de certains aspects de la défense éthiopienne. Lors de son séjour, le général de corps d'armée Salif Modi s'est aussi entretenu avec Kassi Yilma, directeur général par intérim d'Ethiopian Aviation University, qui reçoit habituellement des stagiaires militaires nigériens. Par ailleurs, la journée du 27 février a été entièrement consacrée à une série de visites dont la première étape a été celle de la principale base aérienne de l'armée de l'air éthiopienne située à Bishoufou, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Addis Abeba. À son arrivée à la base aérienne qui abrite l'état-major d'Ethiopian Air Force, le centre de maintenance aéronautique et l'académie d'Ethiopian Air Force, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par le général de corps d'armée Yilma Mandarsa, chef d'état-major de l'armée de l'air éthiopienne. Après un bref entretien, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a visité les installations de l'Académie d'Ethiopian Air Force, le collège des techniciens, l'école de pilotage, où il lui a été présenté toutes les possibilités de formation du personnel navigant. La fin de la visite a été sanctionnée par une réunion de synthèse qui a permis aux deux parties de redéfinir un plan de coopération future. La deuxième étape a été la visite des industries d'ingénierie de défense, un établissement public détenu par l'État, principalement chargé d'améliorer les capacités des armées en moyens roulants, armement et munitions, et qui s'occupe également de la maintenance, la modernisation et la mise à jour des véhicules et engins blindés. Après ces visites, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a tenu à se rendre dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire du Niger à Addis Abeba en Éthiopie. C'est l'heure du sport dans cette édition et il nous a rejoint Sragatou Sissé. Bonsoir Sragatou. Bonsoir Harriet, tu connais. Et nous commençons par la fin de la 5e journée du championnat national de basket première division. Oui, en série dames, l'AS Police bat Calaban Sport Club 76-45. Le Stade Malien de Bamako domine l'USFAS 73-56. L'AS Real s'impose 75-46 face à la Commune 5. En série messieurs, Atrakob de Kidal se défait du centre de référence de Tombouctou, CRBT 68-46 dans le duel des régionaux. L'AS Real impose sa loi 78-60 sur Fasokanou. L'AS Police remporte le duel 57-47 sur le centre Mamotou Kane. On attend avec impatience la programmation de la 6e journée en dames et messieurs. Championnat national de tennis de table, les rideaux sont tombés hier sur la 6e édition en filles et garçons.
4 finales en filles et garçons dans 3 catégories ont fait vibrer les passionnés du tennis de table. En organisant ce championnat national édition 2024, la Fédération malienne de tennis de table boucle ainsi la saison et se projette sur la nouvelle avec son lot de défis. On écoute respectivement le représentant de la DENSEP, Gaussou Traoré, et le président de la Fédération malienne de tennis de table, Abdoulaye Sidibé. On a assisté à une très belle finale. Ça prouve à suffisance que la Fédération malienne de tennis de table a un travail énorme. Vraiment, je suis vraiment surpris du niveau des jeunes, surtout au niveau des hommes. Les finales étaient très belles, on a assisté à des belles empoignades et on est très content et vivement la prochaine édition. Je les exhorte à continuer sur cette voie et l'accompagnement de la DNCEP ne fera pas défaut, Inch'Allah. Si on compare au championnat passé, je vois que le niveau est bien serré maintenant. Bon, jusqu'à ce qu'il y a des catégories minimes qui compétissent avec les grands. Il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui jouent. Les parents viennent avec les jeunes. On organise souvent des petits sketchs là au niveau de certains quartiers là pour faire appel aux jeunes, aux parents et puis pour la participation des enfants au tennis de table. Vraiment. Et c'est la fin de cette page sport. Merci beaucoup Silagatou Sissé et bon début de semaine à vous. Merci à vous aussi. La patience est une clé qui ouvre toutes les portes, mais elle est souvent forgée de patience, disaient nos grands-parents, pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fin de soirée à tous.